Paulette Avital, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à signer cette lettre adressée au Premier ministre Binyamin Netanyahou pour protester ou pour dénoncer, on va dire, la loi sur l'État-nation, Israël, État-nation du peuple juif et les conséquences qu'elle pourrait surtout avoir au sein dans les différents pays, des différents pays avec lesquels l'État d'Israël entretient des relations diplomatiques. Alors c'est une lettre qui a été signée par une quarantaine, si je ne m'abuse, d'anciens diplomates israéliens. Pourquoi avoir voulu monter au créneau à ce niveau-là contre cette loi? Écoutez, au fait, merci de m'interviewer. Il y a des raisons de principe, mais il y a aussi des raisons de solidarité. Pour les raisons de principe, c'est une loi qui donne le droit à l'autodétermination seulement aux Juifs dans ce pays, c'est-à-dire, et en plus, c'est une loi fondamentale, et je vais revenir, et pour des raisons de solidarité, parce que au cours des années, nous avons tous servi notre pays, que nous aimons. Nous avons certainement défendu parfois à corps vraiment les intérêts de l'État d'Israël, mais il se fait que l'État d'Israël a eu certainement la sagesse d'intégrer dans le service diplomatique aussi des collègues druzes et arabes. Oui. En ce moment, il y a 15 personnes qui vraiment servent à l'étranger, qui se trouvent dans des pays où, je crois, le fait qu'il y ait un druze ou un arabe qui défend les intérêts d'Israël est un très grand avantage. Je ne dois pas vous dire pour l'État d'Israël, si c'est moi qui viens et dis, voilà, nous avons raison sur telle et telle chose, c'est une chose. Mais je crois qu'elle reçoit beaucoup plus de visibilité lorsque c'est un arabe qui le dit, et un arabe de l'État d'Israël, et ceci en vraiment montrant combien l'État d'Israël est un État démocratique. Alors, il y a aussi cette solidarité pour nos collègues qui mettent leur vie en danger en travaillant pour l'État d'Israël à l'étranger. Maintenant, si vous me permettez, oui, je veux quand même revenir sur la question de principe. Cette loi est une loi fondamentale. Pour vos auditeurs qui ne sont pas toujours au courant de tout, Israël n'a pas une constitution. Il a été décidé en 48-49 que nous n'avons pas le droit de décider pour tout le peuple juif et que nous devons attendre. Et donc qu'au fur et à mesure des années, au cours des années, il y aurait petit à petit des lois fondamentales qui, lorsqu'il y aura au moins 15, seront la constitution de l'État d'Israël. Donc cette loi a un statut beaucoup plus élevé qu'une loi normale. Et cette loi, au fait, contredit aussi une autre loi fondamentale qui a été adoptée en 1999 sur la dignité de l'homme et de sa liberté, qui avançait le principe de l'égalité et définissait Israël comme un État juif et démocratique. Alors là-dessus, je voudrais peut-être vous arrêter et vous demander, est-ce qu'elle ne complète pas d'une certaine manière cette loi? Vous vous dites qu'elle la contredit. Elle la contredit, oui. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'elle définit Israël seulement comme un État juif et non pas comme un État démocratique. Au fait, elle avance le principe juif avant le principe démocratique et elle ne parle plus de l'égalité de tous ses citoyens. Mais le fait de ne pas en parler, ça ne veut pas dire qu'on est contre obligatoirement, n'est-ce pas? Au fait, écoutez, c'est une loi. C'est-à-dire, parce que lorsque l'on écoute les responsables, ceux qui ont initié cette loi, ils disent que justement, à la suite de la loi de 94 ou 95, eh bien, le sentiment. Quelle loi de 95? Voilà, de 95. 92. Ah, de 92. Oui. À la suite de cette loi, eh bien, on a eu souvent le sentiment que le caractère juif de l'État d'Israël était en train de s'effriter. C'est le sentiment que ressentent certains responsables on va dire du gouvernement, de la droite, ceux qui ont initié cette loi comme Avi Dichter ou Yariv Levin.
et qui disent, par exemple, et j'ai déjà sollicité cet exemple, le parti Meretz, qui est un parti de la gauche idéologique, dit tout simplement, se pose la question s'il peut continuer à se définir comme parti sioniste. C'était peut-être cette loi, parce que en étant sioniste, on ne reflète pas l'ensemble des composantes du parti Meretz. Alors, cela veut dire que, quelque part, aujourd'hui, on est arrivé à une situation où le sionisme... Daniel, le problème n'est pas comment se définit le parti Meretz. Le parti Meretz a eu une discussion intérieure et il se définit certainement comme un parti sioniste. Maintenant, le problème n'est pas le caractère sioniste de l'État d'Israël. Le problème qui se pose est un problème, comment est-ce qu'on définit une nation? Est-ce que c'est par sa religion ou est-ce que, comme en France, vous êtes français parce que c'est la nation française? Et ici, chez nous, la chose est beaucoup plus compliquée. Et nous nous définissons non seulement comme religion, mais comme peuple juif. Et je suis parfaitement d'accord avec cela. Cela peut créer parfois une confusion. Mais revenons maintenant au principe de base. Le principe de base est que pendant des années, il y a eu toujours un conflit au sein de la société israélienne, et pas seulement de la société, mais des juristes. Est-ce que les deux notions, démocratique et juif, sont compatibles? Est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble? Et finalement, vous avez le sentiment que non? Non, moi j'ai le sentiment justement que oui, qu'on peut être juif et démocrate, et que ce qui est le problème dans cette loi n'est pas ce qui se trouve dans cette loi, mais ce qui manque à cette loi. Au fait, en ne pas parlant du principe d'égalité de tous les citoyens, vous reléguez les Druzes, les Arabes, les chrétiens à un état de citoyens de deuxième ordre, et c'est ce qu'ils ressentent. Et je crois que ceci est complètement superflu. Et j'aurais vraiment vécu très bien avec cette loi s'il y avait encore un mot là-dedans. Oui, s'il y avait une clause qui insistait sur l'égalité. Puis il y a encore une chose. Vous savez, depuis des années, nous sommes très fiers de dire partout qu'en Israël, il y a deux langues officielles. Oui. Il y a l'hébreu et il y a l'arabe. Maintenant, on relègue l'arabe à un statut spécial, c'est-à-dire on dégrade le statut de la langue arabe. Et franchement, je ne vois pas de raison pour cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut faire et pourquoi est-ce qu'on n'a pas... on a dû changer ceci. Je ne vois pas de raison. Alors, je voudrais vous poser, puisque vous avez été longtemps diplomate, et je rappelle aussi que vous avez été une personnalité politique, puisque vous étiez député du Parti travailliste. Oui. Vous avez été longtemps diplomate. Quels sont les dégâts que pourrait causer cette loi, on va dire, dans la perception des nations, dans les relations diplomatiques entre Israël et ses interlocuteurs à travers le monde, et en Europe en particulier, puisqu'on parle souvent de l'Europe? Je crois qu'il y a déjà des dommages dans l'opinion publique, parce que c'est très difficile, vous savez. Vous dites que j'ai été diplomate pendant très longtemps. Je rappelle à votre bon souvenir ou à votre mauvais souvenir, 1975, la résolution des Nations Unies, qu'Israël, que le sionisme est une forme de racisme. Alors, il ne manque pas maintenant d'ennemis d'Israël qui disent qu'en Israël, il y a déjà l'apartheid. Et que nous sommes racistes envers les Arabes, mais que nous sommes aussi, par exemple, racistes envers même des Juifs. Et vraiment, je crois que c'est à ce niveau-là que cela rendra à Israël... Mais est-ce que vous, par exemple, justement, qui avez été diplomate, et vos confrères ou consoeurs qui ont signé cette pétition, vous ne pouvez pas tout simplement expliquer qu'il s'agit d'une loi fondamentale, certes, et déclarative essentiellement, mais qu'elle ne remet pas en cause, justement, le statut des autres minorités? Parce que, finalement, sur le terrain, eh bien, cela ne change absolument rien, ni pour les Druzes, ni pour les Arabes chrétiens, ni pour les Arabes musulmans. Chacune de ces minorités vont continuer à vivre de la même manière. Non, je laisse ce soin aux diplomates qui sont en poste en ce moment. Vous aimeriez bien être à leur place, vous dites Personnellement, je n'essaie pas. J'ai protesté contre cette loi parce que, justement, je dois tenir compte aussi des sentiments des minorités. Vous savez, pendant des années, j'ai expliqué à tout le monde
que nous, les Juifs, nous avons vécu comme minorité dans des pays et que nous avons ressenti ce que c'est une minorité. Et que donc nous, en tant que pays aujourd'hui, ne voulons pas donner le même sentiment aux minorités à l'intérieur d'Israël. Et je sais ce que c'est vivre comme minorité puisque je ne suis pas née en Israël. Et je me rappelle très bien ce que Ben Gurion avait dit dans le temps, que quand vous êtes une minorité, vous dépendez de la majorité. Et c'est vrai. Maintenant, cette minorité de 20% en Israël dépend de la majorité. Et j'aimerais savoir que nous continuons à vivre dans un pays démocratique qui respecte tous ses droits et qui ne donne pas le sentiment aux minorités en Israël que ce sont des citoyens de deuxième catégorie. C'est tout ce que je dis et c'est vraiment le principe et les valeurs que je ressens. Une dernière question. Parmi les signataires, est-ce qu'il y a on va dire, d'anciens diplomates de toutes les tendances politiques? Absolument. Ou il y a essentiellement des membres de la gauche israélienne? Non. Écoutez, au fait, je dois vous dire, quand j'étais au ministère et par la suite, je n'ai jamais demandé aux gens à quel parti politique ils appartiennent. C'était un sujet tabou. Mais à ma connaissance, quand même, il y a des choses qui sont connues. Prenez quelqu'un comme Aryeh Mekel, qui est entré au ministère des Affaires étrangères parce qu'il voulait travailler avec M. Shamir et parce qu'il était au Likoud. Et je suis convaincue, je vous dis que je n'ai pas regardé, que je n'ai jamais vraiment considéré ceci, mais je suis convaincue qu'une grande partie de ces diplomates qui ont signé n'ont jamais voté ni pour le Parti travailliste ni pour le Meretz. Eh bien, Colette Avital, merci beaucoup de nous avoir éclairé votre position après cette pétition donc contre la loi sur l'État-nation votée par la Knesset il y a quelques semaines et les répercussions qu'elle pourrait avoir dans les relations diplomatiques entre Israël et ses partenaires, en particulier en Europe, on va dire, mais peut-être à travers le monde, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom. Bonne journée.